À 8h15 précise du matin, par un lundi clair et paisible, une seule bombe a détruit une ville entière. Ce n'était pas une bombe conventionnelle. C'était quelque chose de nouveau, quelque chose de terrifiant. En un instant aveuglant, le monde a été irrévocablement changé. Un soleil, plus brillant et plus sauvage que n'importe quelle étoile, est né dans le ciel au-dessus d'Hiroshima. Ce nouveau soleil n'a pas apporté la vie, il y a mis fin. Il a vaporisé des bâtiments, fait fondre le métal et effacé des dizaines de milliers de vies en une fraction de seconde. Pour comprendre le bombardement d'Hiroshima, il faut d'abord comprendre le monde qu'il a engendré. En 1945, la Seconde Guerre mondiale faisait rage depuis près de 6 ans. C'était un conflit d'une ampleur et d'une brutalité sans précédent, qui s'étendait sur des continents et des océans. Les nations avaient à mobiliser toute leur population et leurs économies pour une guerre totale. Des villes comme Londres, Dresde, Stalingrad et Tokyo avaient été réduites en ruines par des campagnes de bombardement incessantes. Le nombre de morts était stupéfiant, se mesurant en dizaines de millions, les civils étant souvent les principales victimes de la violence. La guerre dans le Pacifique était un conflit d'une nature différente. Elle se déroulait à travers de vastes étendues océaniques, sur de minuscules îles fortifiées et dans des jungles denses et impitoyables. Les combats étaient exceptionnellement brutaux, caractérisés par une animosité raciale et une éthique de non-reddition, particulièrement du côté japonais. Pendant ce temps, caché du public et de la plupart des membres du gouvernement, le projet Manhattan atteignait son apogée. C'était une entreprise top secrète, le plus grand projet scientifique et industriel jamais entrepris. Le 16 juillet 1945, dans le désert du Nouveau-Mexique, le projet réussit. La bombe atomique étant désormais une réalité, un comité de chefs militaires et de scientifiques fut chargé de sélectionner les cibles. Les critères étaient précis et d'un pragmatisme glaçant. La cible devait être une ville d'une importance militaire significative, abritant des quartiers généraux militaires ou des industries clés contribuant à l'effort de guerre. Elle devait être suffisamment grande, au moins 5 km de diamètre, pour démontrer le pouvoir dévastateur de la bombe. Plusieurs villes furent initialement envisagées, notamment Kyoto, Yokohama, Niigata et Kokura. Kyoto, l'ancienne capitale du Japon et une ville d'une immense importance culturelle et religieuse, était en tête de liste pour sa taille et sa configuration. Cependant, le secrétaire à la guerre Henry L. Stimson, qui avait visité et admiré Kyoto, plaida avec force pour son retrait. L'attention se porta alors sur d'autres villes de la liste. Hiroshima apparut comme la cible principale. Aux premières heures du 6 août 1945, un bombardier B-29 Superfortress nommé l'Enola Gay a décollé de la piste de Tinian, une petite île des Mariannes. L'avion était piloté par le colonel Paul W. Tibbets, qui l'avait nommé en l'honneur de sa mère. Dans sa soute à bombe se trouvait Little Boy, une bombe atomique à base d'uranium pesant près de 10 000 livres. Le vol vers le Japon fut long et sans incident, un voyage de 6 heures au-dessus de l'océan Pacifique. À 8h15 du matin, heure locale, l'Enola Gay était directement au-dessus du centre d'Hiroshima, volant à une altitude de 31 000 pieds. Les portes de la soute à bombe se sont ouvertes et Little Boy a été largué. La bombe a explosé avec une force équivalente à 15 000 tonnes de TNT. Du poste de pilotage de l'Enola Gay, l'équipage a vu un éclair de lumière si brillant qu'il semblait éclipser le soleil. Le copilote, le capitaine Robert Lewis, a écrit dans son journal « Mon Dieu, qu'avons-nous fait ?» Un gigantesque nuage de champignons, tourbillonnant de poussière, de fumée et de débris surchauffés, a commencé à s'élever, atteignant finalement une altitude de 40 000 pieds. Pour les habitants d'Hiroshima, le monde a pris fin à 8h15 du matin. Il n'y a eu aucun avertissement sonore, aucun sifflement de bombe en chute libre. Il n'y a eu qu'un éclair de lumière silencieux et aveuglant, un pika, comme l'appelleraient plus tard les survivants. À cet instant, la température à l'hypocentre, le point au sol directement sous l'explosion, a atteint plusieurs millions de degrés Celsius. Les personnes les plus proches de l'explosion ont été instantanément vaporisées, ne laissant derrière elles que leurs ombres gravées sur des marches en pierre ou des murs, des empreintes fantomatiques permanentes de leurs derniers instants. Immédiatement après l'éclair est venu le don, une explosion formidable et assourdissante et une vague de pression écrasante qui a rayonné vers l'extérieur. Cette onde de choc a rasé presque tout dans un rayon d'1 mille de l'hypocentre. Elle a brisé des bâtiments, déraciné des arbres et projeté des débris comme des éclats d'obus. La chaleur intense de l'impulsion thermique
a déclenché simultanément des milliers d'incendies à travers la ville. Ces incendies ont rapidement fusionné en une tempête de feu massive, un tourbillon de flammes qui a consumé ce qu'il restait. La ville s'est transformée en une vision de l'enfer. Le ciel, autrefois bleu, est devenu sombre de fumée et de poussière, plongeant la ville dans un crépuscule étrange et terrifiant. Une pluie noire et grasse a commencé à tomber. Cette pluie était radioactive, pleine de cendres, de suie et de produits de fission de la bombe, et elle a contaminé tout ce qu'elle touchait. Les survivants ont trébuché à travers les ruines dans un état de choc. Leurs vêtements brûlés, leurs peaux pendent en lambeaux. Ils étaient hébétés, désorientés et silencieux. Une procession de fantômes se déplaçant dans leur propre cimetière. Les survivants du bombardement atomique sont connus au Japon sous le nom de Hibakusha, des personnes affectées par l'explosion. Leurs témoignages fournissent les récits les plus puissants et les plus déchirants de ce qui s'est passé ce jour-là. Ils parlent d'un monde bouleversé, d'une réalité si grotesque qu'elle défiait toute description. Un survivant, Akihiro Takahashi, qui était un garçon de 14 ans à l'époque, a décrit la scène alors qu'il tentait de s'échapper de la ville en flammes. Il a vu une procession de fantômes, des gens dont la peau était brûlée et se décollait, tenant les bras tendus devant eux pour éviter le frottement douloureux de la peau contre la peau. Au-delà des brûlures et des blessures dues à l'explosion, une nouvelle maladie mystérieuse a commencé à apparaître des jours et des semaines après le bombardement. Des personnes qui semblaient relativement indemnes ont commencé à souffrir de nausées, de fièvre, de perte de cheveux et de taches violettes sur leur peau. C'était le mal des rayons, le poison invisible de la bombe atomique. Il a tué des milliers de personnes qui avaient survécu à l'explosion initiale. Pour ceux qui ont vécu, les effets à long terme ont été dévastateurs. Ils faisaient en face à un risque accru de cancer, tels que la leucémie et le cancer de la thyroïde, ainsi que de cataractes et d'autres maladies chroniques. La souffrance des Hibakusha n'était pas seulement physique, mais aussi psychologique et sociale. Dans le Japon d'après-guerre, ils ont souvent été victimes de discrimination. Les gens craignaient que le mal des rayons ne soit contagieux ou qu'il ne soit transmis à leurs enfants, ce qui rendait difficile pour les survivants de trouver un emploi ou de se marier. Leurs voix, autrefois réduites au silence par le traumatisme et la stigmatisation, sont devenues un cœur vital pour la paix, un témoignage du coût humain des armes nucléaires et un plaidoyer pour que personne d'autre ne subisse jamais leur sort. Malgré la destruction sans précédent d'Hiroshima, le gouvernement japonais n'a pas immédiatement capitulé. Le gouvernement américain, désireux d'exercer une pression maximale et de démontrer qu'Hiroshima n'était pas un événement unique, a décidé de procéder au deuxième bombardement atomique. Le 9 août, un B-29 nommé Boxcar a largué Fat Man sur Nagasaki, tuant immédiatement entre 40 000 et 74 000 personnes. Le 15 août 1945, l'empereur Hirohito s'est adressé à la nation par radio pour la toute première fois, annonçant la capitulation inconditionnelle du Japon. La Seconde Guerre mondiale était enfin terminée. Les bombardements atomiques d'Hiroshima et de Nagasaki ont laissé une marque indélébile sur le XXe siècle et au-delà. Ils ont mis fin à la guerre la plus destructrice de l'histoire, mais ils ont aussi marqué le début de la guerre froide, une ère définie par l'impasse nucléaire et la doctrine de la destruction mutuelle assurée. Pendant les 4 décennies suivantes, les États-Unis et l'Union soviétique se sont lancés dans une terrifiante course aux armements, accumulant des arsenaux d'armes nucléaires capables de détruire la civilisation humaine à de multiples reprises. Le champignon atomique est devenu le symbole ultime de la puissance et de la folie humaine. Un rappel constant que l'humanité vivait désormais sous un sursis, sous l'ombre de sa propre autodestruction. La ville de Hiroshima elle-même a été reconstruite de ses cendres, mais elle est renaît avec une nouvelle identité. La ruine squelettique du hall de promotion industrielle de la préfecture a été préservée comme le dôme de la bombe A, un site du patrimoine mondial de l'UNESCO et un témoin frappant et silencieux de la destruction. Aujourd'hui, le parc du Mémorial de la paix d'Hiroshima et son musée servent de lieu de recueillement et de centre d'éducation pour la paix mondiale, attirant des millions de visiteurs chaque année. Les débats moraux et politiques entourant la décision de Truman d'utiliser les bombes continuent d'être âprement contestés. Les partisans soutiennent que c'était une nécessité militaire, un dernier recours pour mettre fin rapidement à la guerre et sauver la vie de centaines de milliers de soldats américains qui seraient morts lors d'une invasion terrestre. Les critiques, cependant, soutiennent que les bombardements étaient inutiles, que le Japon était déjà au bord de l'effondrement et se serait de toute façon rendu bientôt,
peut-être après l'entrée des Soviétiques dans la guerre. Ils considèrent les bombardements comme un crime de guerre, un acte immoral de ciblage de civils à grande échelle. 80 ans plus tard, en ce jour du 6 août 2025, le monde vit toujours avec l'héritage de ce matin à Hiroshima. Bien que la menace d'une guerre thermonucléaire mondiale ait reculé depuis la fin de la guerre froide, les armes nucléaires ont proliféré et le danger de leur utilisation reste réel. L'histoire d'Hiroshima n'est pas seulement un chapitre dans un livre d'histoire, c'est un avertissement permanent. Elle nous parle des conséquences catastrophiques de ces armes, de la mince ligne entre le progrès scientifique et le désastre moral, et du coût humain profond de la guerre. Elle nous pousse à nous souvenir, à réfléchir et à travailler sans relâche pour un monde où aucune ville n'aura plus jamais à subir le sort d'Hiroshima.